Nous allons faire l'analyse du poème de Rimbaud qui s'intitule « Le dormeur du Val ». Rimbaud est un auteur du XIXe siècle, un poète qui a eu une courte carrière, mais qui est pourtant considéré comme un des écrivains majeurs de cette époque. Et notamment, il a eu une grande influence dans la poésie moderne. Il a écrit notamment un recueil qui s'appelle Les Cahiers de Douai, qu'il a écrit donc à l'âge de 16 ans, qui est composé de 22 poèmes et qu'il a écrit lors d'une fugue. Le dormeur du Val, c'est un sonnet d'alexandrin, c'est-à-dire qu'on a deux quatrains qui sont ici en rimes croisées, et ensuite on a deux tercets avec des rimes suivies puis embrassées. Dans ce poème, Rimbaud fait référence à la guerre franco-prussienne et il nous décrit un soldat qui semble endormi dans un décor naturel, mais à la fin du poème, nous allons découvrir la mort du soldat. Alors, nous allons procéder à la lecture du texte. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Alors, pour étudier ce texte, nous allons nous poser une question. Nous allons prendre comme axe de lecture comment découvre-t-on dans ce poème, de manière progressive, la mort du soldat. Alors, on peut décomposer ce texte en différentes étapes. Dans le premier quatrain, nous voyons le décor naturel dans lequel se trouve le soldat. Dans le deuxième quatrain, nous voyons la description du soldat qui dort. Et dans les deux tercets, nous allons progressivement découvrir la mort du personnage. Donc, nous avons dit que la première strophe était en quelque sorte un tableau qui représentait l'endroit où se situait le jeune homme. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Dès le début du poème, nous retrouvons un champ lexical de la nature, notamment avec les termes de verdure, de rivière, d'herbe, et puis plus tard on trouvera aussi dans la même strophe soleil, montagne et val. Donc c'est un endroit naturel qui nous est décrit et cet endroit naturel dans lequel se trouve le soldat est un endroit qui est représenté de manière positive, autrement dit améliorative. Ceci va être visible dès l'usage de la personnification que nous allons trouver dans le premier vers où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. En fait, on va trouver deux termes amélioratif associé à des métaphores. La rivière qui chante donc, comme un être humain produisant une œuvre artistique et les haillons qui sont ici des haillons d'argent, donc qui sont associés à un métal précieux. Par la suite, dans ce premier quatrain, nous allons également trouver une autre personnification puisque la montagne est dite fière. Là encore, c'est un terme qui peut être connoté de manière améliorative et donc dans le tableau qui est fait, on nous représente donc également le soleil qui lui, puis plus tard les rayons du soleil. On note d'ailleurs que les phrases se continuent d'un vers à l'autre. Des haillons, et ensuite on retrouve d'argent au vers 3, la montagne fière, lui, vers 4 aussi. Donc on a une écriture qui est comme continue. On peut parler de tableau, puisqu'on voit notamment des informations qui sont des informations en termes de couleur, avec le terme d'argent et avec aussi la notion de rayon de soleil.
La deuxième strophe va être consacrée à la représentation du soldat. C'est d'ailleurs comme ça que commence la strophe. Un jeune soldat, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Donc la strophe s'ouvre sur le personnage qui est ensuite décrit à travers une énumération, bouche ouverte, tête nue, la nuque baignant dans le frais cresson. Donc on voit toute la tranquillité du personnage qui se repose. Il y a d'ailleurs un retour sur le champ lexical de la nature avec les termes de cresson, d'herbe, de nu ensuite, que nous allons trouver. Et donc on insiste sur son repos, comme on le voit notamment avec l'usage du verbe d'or qui est mis à l'écart dans le vers 7 avec l'effet de rejet du verbe. On trouve toujours également des notions de couleur avec la couleur du personnage, donc qui est pâle, qui vient s'opposer à la couleur de la nature à travers le terme de l'hiver. En fait, la nature devient le lieu de repos, devient le lit du jeune soldat. Donc on retrouve ici une métaphore pour désigner ce moment de tranquillité dans la nature. Cela dit, dès cette deuxième strophe, nous commençons déjà à avoir un premier indice sur le fait que le personnage va mal, à travers pour l'instant la seule indication qui est donnée de sa couleur de peau, puisqu'il est représenté comme pâle, qui peut être aussi un signe de maladie. Nous allons ensuite passer aux deux derniers tercets, donc qui vont être beaucoup plus associés cette fois-ci à l'idée de la mort du soldat. Donc tout d'abord, le premier tercet s'ouvre sur le rappel de ce jeune homme qui dort dans la nature, les pieds dans les glaïeuls, toujours avec ce champ lexical de la nature, il dort. On va retrouver d'ailleurs un champ lexical aussi du sommeil à travers le terme de il dort, qui est répété 2 fois. Qui est répété 3 fois même, puisqu'on va le retrouver dans le dernier quatrain, et un petit peu plus loin on va aussi trouver le terme il fait un somme. Donc personnage paisible, mais aussi on commence à avoir ces indices qui se multiplient de la mort du personnage, notamment avec la comparaison qui est faite, souriant comme sourirait un enfant malade. Donc là, le poète insiste sur le caractère incongru du sourire du soldat. Il répète le terme de sourire, mais il introduit également l'idée de l'enfant malade. Et l'enfant malade, on va retrouver ça un petit peu par la suite, également avec l'idée qu'il a froid. La nature est toujours présente, mais cette fois-ci, c'est elle qui doit venir en soutien aux soldats. Elle est représentée à travers la personnification de la nature comme figure maternelle, à travers les termes nature, berce-le chaudement. La dernière strophe, c'est celle où on va véritablement comprendre la situation. Les indices se multiplient, c'est-à-dire que les parfums ne font pas frissonner sa narine. On a toujours le rappel du sommeil, il dort dans le soleil, mais sa posture peut paraître étrange. Il a la main sur la poitrine et ce qui va nous mettre vraiment sur la piste pour terminer de la mort à la guerre, c'est l'expression, c'est la dernière phrase. Il a 2 trous rouges au côté droit. Et on voit ici que l'idée de la mort est représentée à travers une litote, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire directement la mort, on va dire quelque chose qui va atténuer ce phénomène. Pour conclure, le poème dresse donc un portrait physique d'un soldat qui semble dormir d'un sommeil profond dans un lieu qui nous est décrit comme naturel, ensoleillé, campagnard. Et cependant, l'image du soldat va se dégrader au fur et à mesure que l'on va avancer dans le texte, jusqu'au moment où on va découvrir à la fin du poème la mort du personnage. Et ça va nous renforcer en fait ce côté progressif,
la tristesse du lecteur vis-à-vis du soldat, et puis ça va aussi faire qu'il va être amené à rejeter plus la cruauté de la guerre qui enlève la vie, y compris à de jeunes hommes. Alors on peut se demander en ouverture si c'est une manière efficace de dénoncer une réalité comme la guerre.